Donc bonjour à tous. L'heure est venue de faire les témoignages. Il y aura ça scindé en deux parties. Il y aura une première partie où ce seront des jeunes qui vont se présenter, qui vont parler de leur parcours scolaire, leur parcours au niveau familial et leur parcours de jeunes et fin d'adolescence, on va dire, pour Laura. Ensuite, il y aura une deuxième partie, nous trois, Louis et Ila et moi-même. On va parler plus ou moins d'une thématique, c'est-à-dire qu'en fait, on va parler d'un sujet qu'on aura choisi nous-mêmes. Donc, on va commencer par les témoignages des jeunes. Lise, tu veux commencer ou pas? Où est-ce que tu es en fait? Bonjour, je m'appelle Lise Giner, j'ai 13 ans, je suis sourde profonde et je porte des appareils auditifs depuis mes 20 mois. Mes parents ont fait le choix de l'oralisation. Ils ont appris le LPC pour pouvoir communiquer avec mon frère qui est sourd également, et moi. Ils codent depuis que je suis toute petite. J'ai été suivie par un CESAP pendant 4 ans avec une orthophoniste spécialisée qui codait, puis par un orthophoniste, un libéral, qui ne codait pas jusqu'en CM1. Je suis au collège en 5e avec des entendants. Le professeur porte un micro HE les jours où je n'ai pas de codeuse. Grâce aux codeuses et à ma capacité d'adaptation, j'arrive à suivre les cours comme les autres enfants entendants. Ce n'est pas tous les jours facile car il faut que je me concentre beaucoup pour pouvoir entendre surtout depuis 2 ans car avec les masques, sans la lecture labiale, c'est fatigant. Sinon, j'ai une vie qui ressemble à celle des autres enfants. Je fais du roller depuis 6 ans. J'ai des copains et copines qui prennent le temps de me répéter les choses, des fois. Aujourd'hui, je me demande si j'avais un plan m'aide de revenir à entendre ou pas. Je ne connais pas de jeunes personnes ayant fait opération de mon âge. Les médecins me disent que oui. Plus tard, j'aimerais être fleuriste ou soigneur animalier. Je voudrais remercier toutes les codeuses qui m'ont accompagnée, en particulier Brigitte qui m'a suivi toute ma primaire. Merci aussi à l'orthophoniste qui m'a donné les clés d'un bon départ dans ma vie, Nathalie. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Lise en particulier? On va avoir des précisions. Oui. Comment ça se passe avec la famille qui ne code pas? Lise. Quand il y a beaucoup de monde, par exemple, dans une réunion de famille? On essaye de répéter des choses et qu'on soit face à face pour lire sur les lèvres, pour comprendre. D'autres questions? Merci Lise. Merci pour ton ménage. On va passer à Laura, du coup. David, je m'appelle Laura, j'ai 15 ans. Je suis à l'étude de deuxième étage, l'école de maturité, ma formation d'une aérodictique du côté droit. Il y a une aérodictique, il y a une aéropatale qui est mélangée. Du côté gauche, il me manque un morceau d'une aérodictique. Tu as parlé les deux côtés. À gauche, à partir de moi et à droite, à partir de droite. Je suis toujours allé à l'école avec des attendants.
J'étais la seule personne utile de la classe. À primaire, ce qui était difficile pour moi, c'était de travailler en groupe. La classe était bruyante et comme je ne savais pas qui parler, je n'avais pas assez au début des phrases car je ne pouvais pas lire sur les lèvres. J'ai poursuivi le discours de la Sénat lorsque je suis placée au premier rang et au milieu pour mieux voir la bouche du professeur. Avec les amis, dans la cour ou à l'extérieur, il y a plusieurs personnes, c'est difficile du tout. Les m'ont demandé aux autres de répéter carte à la marine, si tu veux, et j'ai peur de les embêter. Une amie Lola, qui avait elle l'habitude de me répéter ce que je n'avais pas entendu, de me raconter ce que les autres disaient, depuis le temps primaire. Cette année, les stagiaires d'établissement, je me marque cette personne qui me répète ce que je n'ai pas entendu. Alors, je me sens plus esprit. Nous sommes en attendant dans ce seconde étape, c'est 8 personnes à la mapelle de donner ligne. J'ai effectué toute cette semaine en quiz théâtral et 9 semaines en école maternelle. Nous avons fourni des masques transparents aux collaborateurs pour que je puisse lire sur les lèvres. C'est plus facile pour moi, en entreprise car il y a moins de personnes et ils prennent plus facilement l'habitude de faire attention à me se placer lorsqu'ils s'adressent à moi. Pour les camarades et le professeur, c'est plus difficile car ils oublient et moi je dois redoubler d'efforts pour essayer de comprendre. Nous sommes en attendant et quand je rencontre, c'est assez fatigant pour moi car je dois toujours faire attention à ce qui se passe. Il n'y a pas beaucoup de moments et je passe dans le calme. Nous écoutons en classe depuis la maternelle. La maternelle, 10 4 heures par semaine. La primaire, 6 heures par semaine. Au collège, 8 heures par semaine. Au collège, le codeur, je venais pour les cours de 3E, physique chimie, SVT, maths, français et anglais. En troisième, à cause des maths, j'ai eu beaucoup de difficultés en classe. Du coup, j'ai suivi quelques cours par semaine. Les droits se finissent depuis que j'ai 6 mois. Avant, c'était à ce stade avec des éducateurs, avec des psychologues, mais depuis la 4e, c'est juste une orthophoniste en libéral. Cette année, on m'a fait l'emploi du temps chaque semaine. La codeur m'aide aussi à faire mes devoirs et à m'organiser dans le travail. La codeur, c'est pour nous. Avant une codeur en classe, c'est super parce que tu ne rates pas d'informations. Ta codeur, tu peux te rater aucun des cours. Je me sens moins fatiguée parce que je n'ai pas besoin de me concentrer pour comprendre. Je me repose sur la codeur. Et je suis sûre que nous ralentis pour que l'oreille. Et je suis sûre que nous dira tout ce que je dois savoir et même ce que je sens pour mes camarades. La codeur nous a à peu près 7 heures la semaine de cours et 1 heure à la semaine où je suis à stage, juste pour les devoirs. Pour les activités de partie, je fais attention et je me place et je préviens de faire un coach pour qu'ils fassent attention à ne pas donner des consignes lorsque je suis loin ou lorsque je ne regarde pas. Petit à côté et de quitter. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions à poser à Laura sur son parcours, tout ce qu'elle a fait? Oui. Comment ça se passe avec le tuteur en entreprise? Je sais pas trop quoi répondre parce que j'en ai plusieurs, mais en général, ça se passe bien. Je m'entends très bien avec eux. Voilà, c'est pas ce que je peux. Il a compris qu'il fallait parler en face à face. Oui, je leur ai expliqué dès le premier jeu que tu as rencontré. Et plus du temps, ils t'adaptent et ça va mieux après. Merci. Bonne question. Est-ce que tu enlèves tes appareils pour le taekwondo et l'équitation?
pas du tout. Ça dépend, parce qu'avant, après le petit CP2, il y avait des appareils qui s'enlevaient, mais maintenant, je les garde parce que ça rate. Et puis quand on fait l'équitation, il y a le casque, donc ça garde l'appareil. Et voilà. D'autres questions? Bon. Parfait. Merci Laurent. Merci pour ton témoignage. Du coup, on va passer au thème à venir. Donc il y a 3 thèmes qu'on a choisis chacun de nous-mêmes. Donc il y a un premier thème où Lila va parler de l'intégration qu'elle a eue en Caïbri et de son parcours qui s'est passé. Ensuite, Louis il va parler de l'association des parents d'élèves de comment ils le vivent au quotidien. Et enfin, moi je vais parler de la fac et des problèmes qui peuvent se poser quand on est sourd avec les pôles handicap. Donc, qui va commencer? Bonjour à tous, merci de m'écouter. Donc, je m'appelle, j'ai 34 ans et je suis implanté d'une oreille, mais ma compréhension se fait moitié grâce à mon implant et moitié grâce à l'Ariane. Donc, sans l'Ariane, je ne peux pas comprendre ce que l'on nous dit. Donc, je ne peux pas participer. Donc, cela posé, je suis aussi papa d'une petite fille qui a 6 ans et qui n'est pas sourde. Elle est scolarisée juste à côté d'ici, au groupe scolaire Ricardi, qui est au métro Sainte-Anne. C'est une super école, mais quand le Covid est arrivé, il y a eu de gros soucis, pas tant pour elle, parce qu'elle n'est pas sourde, mais plutôt pour moi-même, pour pouvoir communiquer avec les autres parents d'élèves. Quand le Covid est arrivé, ça a été fait la sidération. Il y a eu le confinement, le premier confinement, j'en souvenais tous certainement, la durée de mois, et ça a été très difficile pour moi de récupérer toutes les informations parce que le personnel scolaire, la directrice ne pouvait pas m'appeler, ni mon épouse qui ne parlait pas encore le français. Donc, de savoir comment ça allait se passer, les cours à distance, ça a été un petit peu difficile. Et je ne pouvais pas non plus demander aux autres parents d'élèves parce que nous n'avions pas encore fait de connaissances à ce moment-là. Et tout le monde portait le masque. Donc, cette période a été difficile. Et ça m'a donné envie de m'engager un petit peu plus dans la vie scolaire, de l'établissement de ma fille. Donc, vous le savez peut-être, pour chaque école, il y a une association de parents d'élèves. Et ce sont des parents particulièrement impliqués qui souhaitent participer avec les enseignants, le personnel scolaire, à résoudre tous les petits problèmes qui peuvent arriver. Donc, leur rôle principal est de participer au conseil d'école. Il y a un conseil d'école par trimestre. Voilà, donc j'ai décidé de devenir parent en grande section maternelle de ma fille. Et dit que c'est posé des problèmes pour moi et que je dois participer aux réunions avec beaucoup d'intervenants, des parents, des enseignants, des personnels périscolaires. Donc naturellement, j'ai souhaité faire appel à une collègue à ce moment-là, une collègue qui pouvait m'aider à suivre les débats. Mais ça a été un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas d'enfants sûrs actuellement scolarisés dans ce groupe scolaire. Donc les enseignants, la directrice, déjà la matrice ne connaissent pas forcément les NPC, alors c'était tout nouveau pour eux. Donc expliquer cette nouvelle technique, cette démarche, plus une interface humaine, mais qui est basée sur le français, mais pas une langue à part entière.
c'est quelque chose qui n'a pas été réexpliqué. Et comme vous le savez peut-être, en 2005, on a été voté une loi nationale, la loi sur l'accessibilité. Elle oblige tous les acteurs de la puissance publique, le gouvernement, les collectivités, les groupes scolaires à rendre accessibles leurs réunions aux personnes qui ont situation de différence, comme nous avons les personnes qui souffrent des handicaps moteurs. Et les organisateurs du cérémonie doivent financer l'accessibilité. Dans le cas, il s'agissait des codes NPC. Donc, il y a eu beaucoup de négociations avec la mairie qui participe à ces conseils d'école, avec le rectorat, avec la fédération des parents d'élèves départementale. Et finalement, avec l'aide de Patrice, qui est d'ailleurs président de l'association, nous avons obtenu le financement de l'accessibilité des conseils d'école, soit avec un preneur de notes par conséquent distanciel, soit avec une codée NPC, notre qui est en présentiel. Ça veut dire que le rectorat d'éducation nationale peut financer le codé NPC pour en cas de demande d'un parent d'élève. Donc déjà, c'est une avancée. Et ça me permet de participer comme tout un chacun à la vie du groupe scolaire de ma fille, et ça me tient à cœur. Voilà. Des questions? Est-ce que vous avez des questions particulières ou pas posées à Louis sur les parents d'élèves, tout ça, et son rôle qui gère en quotidien? Bon. Parfait. Du coup, on va passer au thème suivant, donc, qui est l'accessibilité des personnes sourdes à la fac actuellement. Donc, je me présente, je m'appelle Lucas Monta, j'ai 23 ans, je suis actuellement en dernière année en école d'ingénieur à Toulouse, dans tout ce qui est système électronique embarqué. Et je le fais en alternance dans une entreprise aussi. Donc, je suis né sourd bilatéral depuis que je suis né suite à un CNV. Et je suis implanté avec l'oreille droite. Et on m'a déjà proposé de faire la réimplantation, chose que j'ai refusé. La raison est simple, c'est parce que j'avais pas fait. Voilà, ça s'est posé, moi c'est dit. Donc j'ai suivi un parcours en intégration en inclusion totale pendant toute ma scolarité, de la maternelle jusqu'à la fac. Et une fois arrivé à la fac, j'avais pas pris conscience en fait de tout ce que faisaient les parents pour faire les papiers, pour savoir la mission handicap, tout ça avec les directeurs d'école, que ce soit en maternelle, primaire, collège jusqu'au lycée. Donc quand je suis arrivé dans le grand bain, j'ai pu voir ce qu'il fallait faire comme papier et tout. Donc on va revenir au début, c'est-à-dire qu'on va voir directement la mission handicap. Donc la mission handicap à la fac, elle gère tout ce qui est aménagement pour les personnes handicapées, que ce soit la solidité, malvoyants, déficients mentaux, etc. Donc ils vont gérer, faire les tiers-temps, les demandes d'aménagement. Ça c'est une première étape. C'est juste pour avoir un papier, pour le donner au professeur, leur dire bon voilà, moi j'ai le droit de tiers-temps, moi j'ai le droit d'avoir des notes écrites, des polycopes, tout ça. Mais le problème, c'est que à la fac, on va dire, les professeurs ils font un peu ce qu'ils veulent. J'ai vu ça quand j'étais en IUT, lors des 2 premières années, donc 2018 jusqu'en 2017 jusqu'en 2019. J'ai pu voir qu'en fait, il y a certains professeurs qui par la lettre des recommandations de la mission handicap. Donc il fallait passer par une deuxième étape, c'est-à-dire grâce à l'aide de tous mes camarades d'école, de promo, donc de dire bon voilà, lui il est vraiment sourd, lui il est vraiment comme ça, donc c'est vraiment des points de friture qu'il peut y avoir
Et souvent, on s'arrange entre les élèves pour me donner des polycopiés, parce que c'est lui qui l'a. Il y en a un qui va faire des prises de notes pendant telle heure. Et donc, on va prendre. Je vais essayer de regrouper tout ça, quoi, en fait. Ça, c'est souvent les fonctions. Ensuite, il peut y avoir des conflits, par exemple, au niveau des examens. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est examen, et il peut y avoir des professeurs, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, qui me disent t'es pas sûr en fait, t'as pas besoin d'aménagement, de tiers-temps, etc. Et donc, me refuser le tiers-temps et me demander de dégager à la fin de l'école, comme tout le monde. Ça m'est déjà arrivé une fois. Donc là, c'est bonjour à la direction, écoutez, il y a un truc qui s'est passé, donc c'est pas mal. Souvent, il y a l'appui des camarades d'école qui viennent derrière en disant mais ça va pas donc aussi, il faut pas le faire. Ça, il y a aussi une autre expérience qui m'a été relatée de notre amie qui s'appelle Marie Badelot. Elle a eu des problèmes pour passer ses concours d'ingénieur à la sortie de prépa. C'est le médecin qui ne voulait pas accorder le tiers-temps pour ses épreuves d'ingénieur. Donc il a fallu passer par la mission handicap de Toulouse, qui avait le docteur Cadieux, qui a pu faire la lettre en disant la notification de tiers-temps, etc. Donc tout ça pour dire qu'en fait, à la fac, c'est un écosystème assez complexe, mais il y a toujours des solutions, que ce soit avec les camarades d'école, qui sont souvent très ouverts par rapport à la surdité, à tous les handicaps. Donc c'est vraiment par eux qu'on peut passer et faire bouger les choses. Mais la mission handicap, c'est un pôle, c'est un pilier, il faut aller toujours voir. Et ensuite, il y a tout ce qui est les professeurs, il y a certains professeurs qui sont là pour aussi, qui sont toujours là. Il y a beaucoup de aussi qui sont toujours aussi derrière, même si elle est par là. Voilà. Si. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Non. Bonjour. C'est très rare de porter un micro, donc... La reconnaissance faciale. Du coup, je m'appelle Lila, j'ai 22 ans et comme Lucas vous a dit, je viens de Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai signé là-bas, j'ai grandi et le parcours n'a rien à voir avec l'accessibilité ici en métropole. Au départ, donc, moi je suis née en 2000 et il n'y avait aucune structure encore, rien en langue des signes, rien au code LPC, rien sur les implants. Mes parents, quand ils ont su que j'étais sourde, le docteur il a dit il faut apprendre la langue des signes pour communiquer. Mes parents, non, ils souhaitaient à ce que je puisse vraiment m'intégrer, tout ça. Donc on a réussi à avoir des contacts, heureusement que mes parents ils avaient des amis en France. Et c'est là qu'on a pu établir un contact et je me suis fait opérer ici à Toulouse, d'abord à droite, et à l'âge de 2 ans. Ensuite, ma mère elle a suivi une formation de LPC, ici d'abord, et après elle a rapporté ça là-bas en Calédonie. Du coup, comme j'ai dit qu'il n'y avait aucune structure, elle a dû rassembler ses forces avec un autre père d'une fille sourde pour monter une association, justement pour favoriser l'accessibilité, la scolarisation des enfants. Donc moi c'était du côté LPC et le père c'était du côté LSF. Donc grâce à ces deux-là, j'ai pu avoir plus ou moins... J'avais pas encore des codeuses professionnelles, donc c'était des ABS qu'on formait avec justement ce que ma mère a appris. Petit à petit, donc ça s'est fait progressivement, mais ça a été compliqué. Il fallait toujours trouver quelqu'un qui soit disponible pour justement un enfant sourd, donc c'est quand même pas très attirant. Mais on a réussi, ça s'est bien passé. J'ai eu une codeuse professionnelle seulement à partir de 2013, donc vers la 5e. Donc pendant toute ma scolarité de maternelle jusqu'en 5e, j'avais que des personnes qui ne connaissaient pas, qui n'étaient pas formées à ça. Et c'est vrai que j'ai vu la différence en 5e, j'ai pu voir l'accessibilité totale. J'entendais tout, je comprenais tout ce que la codeuse me disait, je pouvais suivre tout le monde.
Et c'est là que je me suis dit, ouais, ok, il y a un gros déclic là-dessus. Donc ça a déjà fait un pas pour moi de mon identité sourde. Avant j'étais un peu dans le déni, je comprenais pas trop ma place. Maintenant je savais ce que j'avais besoin, je savais ce qu'il me fallait pour pouvoir avancer. Le bébé, je sais pas où, mais... ensuite, donc effectivement, donc, ça gagnait en confort, en autonomie et tout. Et en parallèle, niveau orthophonie, pareil, comme tout enfant en intégration, c'est deux fois par semaine. Après, j'ai réduit ça 1 fois par semaine. Donc c'était quand même assez chargé. Enfin, pendant la journée, avec les cours et l'orthophonie, c'était chargé. J'ai arrêté ça dans le même temps quand j'ai eu la codeuse. En 5e, j'ai arrêté. Donc, le fait d'être intégré parmi les entendants en Calédonie, d'avoir été en quelque sorte la première personne sourde implantée et oraliste, parce que sinon tout le reste c'était des LSF, ou bien c'est des jeunes qui sont après moi, la génération d'après. Ce qui fait que j'ai eu personne d'autre de mon âge, j'ai pas eu de référent, j'ai pas eu de modèle, donc ça a été quand même assez lourd. Je me suis rendu compte seulement à partir de 2015, quand je suis venue ici en France, encore au stage à l'EPC, c'est là où j'ai rencontré Lucas la première fois. Donc Lucas, ainsi aussi d'autres jeunes sourds, et ça a été vraiment encore un deuxième déclic pour moi. Et là, donc j'ai davantage, je me suis affirmée encore plus en tant que sourde. J'ai pu voir que je n'étais pas toute seule, et c'est vrai que, faut l'avouer, j'avais juste envie de revenir en France parce que l'accessibilité est meilleure ici. Et donc avec ça, parce que maintenant du coup j'ai fini une licence en traduction en langue des signes, et j'aimerais du coup avec tout mon parcours, toutes mes expériences, revenir en Calédonie pour essayer de développer encore, améliorer encore, il y en a toujours besoin, l'accessibilité en Calédonie. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? J'ai fait une biimplantation, j'ai un appareil de l'autre côté, ça fait 4 ans à peu près. Là aussi, ça a été une révélation, ça m'a beaucoup apporté de confort, d'autonomie, parce que, comme tout le monde dit, on demande de répéter, on n'entend pas tout parfaitement non plus. Et c'est vrai que c'était fatigant d'entendre juste à côté. Quand j'ai eu la deuxième implantation, je fais un peu la pub, mais bon, après c'est personnel, c'est vraiment mon parcours à moi, je respecte totalement les avis des autres, chacun prend cette décision. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai rien oublié, vous avez des questions? Est-ce qu'il est temps pour s'habituer à une implantation? Ça dépend. Normalement oui, ça c'est sûr. Par exemple pour ma première implantation, j'avais 0 souvenir de comment ça se passait, mais ça s'est fait au fur et à mesure, ça a été naturel. Mais quand j'ai eu ma deuxième implantation, j'ai compris comment ça marchait. C'est vrai qu'au début, on n'a pas des sons comme résultat maintenant, après plusieurs années de rééducation. C'est des grésillements, ça se ressent, on n'a même pas distingué entre les applaudissements et la voix. Donc c'était comme ça au début. Et après, au fur et à mesure, normalement on a droit à 1 an de rééducation avec l'orthophoniste pour perfectionner encore la distinction des sons, tout ça. Par contre, assez bizarrement, moi ça a été assez rapide. J'ai eu 6 mois de rééducation. J'ai pu récupérer, je dirais pas tous les sons, mais je pouvais téléphoner au moins. Donc ça c'est quand même assez bon signe, mais voilà, tout dépend de chacun aussi. Et après ça met des années pour perfectionner vraiment niveau audition, quoi. Ouais. J'ai vu qu'il y avait une deuxième main levée, je ne sais pas. Oui. Moi j'ai du mal à... C'est une question pour tous les centres en fait. C'est au niveau de l'identité sourde, il y a des... Parce que tu en parles toi, il y a des moments où c'est plus ou moins difficile. Enfin, je sais pas. Poser ma question, je laisse vous continuer.
C'est-à-dire que vous parlez des moments difficiles en tant que sourd. Ouais. D'identité, parce que vous avez tous été un parcours inclusif dans des écoles ordinaires, j'ai envie de dire. Et du coup, voilà, les difficultés, les périodes qui peuvent être. En est parent d'un enfant de 3 ans et demi, donc voilà, c'est déjà encore au-dessus de votre parcours à vous. Du coup, niveau familial, je suis la seule sourde. Ma mère code assez régulièrement. Mon frère a appris, mais le fait seulement que quand je n'ai pas d'appareil ou quand il y a vraiment besoin. Mon père, on va dire que c'est un petit cocktail un petit peu de LPC, un petit peu de LSF, un petit peu de voile. Il fait comme il peut. Mais donc au niveau familial, moi j'ai pas eu de soucis, j'ai pas ressenti de difficultés, je me suis sentie très intégrée à l'école. Dans mes souvenirs, franchement, je dirais que j'étais vraiment pas particulièrement. Enfin, j'ai pas connu non plus de grands soucis. J'ai eu la chance d'avoir chaque année au moins quelqu'un qui pouvait me suivre. Donc ça, c'était vraiment positif parce qu'en Calédonie, il y avait personne. La seule difficulté que je pourrais, c'est de répéter au professeur, n'oublie pas que je suis sourde, même si voilà, ça se voit pas, même si je parle bien ou même si j'arrive à vous comprendre, je comprends pas tout. Et c'est ça en fait, chaque année il faut répéter sans cesse. N'oubliez pas, voilà, j'ai besoin de ça. Après non, j'ai pas d'autres grandes difficultés à dire. J'espère que ça me répond. Ouais. Après, si vous voulez pour les autres... Ouais, genre peut-être des difficultés. Moi, c'est par rapport à l'équitation. Le cours littoral, parfois, on a dans un petit groupe, on a le coach, deux petits groupes, mais j'essaye de la comprendre, mais comme une communauté, c'est un plus j'espère. Et puis, j'essaie de les suivre, mais c'est compliqué parce que tu vas de l'autre côté du mal. Et je sais que tout. C'est un peu pareil, comme on vit beaucoup, j'ai du mal à me faire l'écrire. On avait parlé à l'école. Alors, des difficultés en tant que sourd, j'en ai eu en fait, c'est des petites difficultés qu'on peut subir au quotidien, en fait, c'est-à-dire ne pas comprendre certaines choses, devoir faire répéter tout ça. C'est des petites difficultés, mais qui au final, quand on s'habitue, on grandit, on prend conscience, on y arrive, on passe outre la difficulté, on y arrive. Après, le gros point commun, je pense, de tout le monde, c'est qu'en fait, on a tous une famille qui nous a complètement intégrés, qui comprend, qui fait attention, qui nous a intégrés complètement dans notre surdité. Comme Lila le dit avec son père, qui fait un melting pot entre les SF et les PC, oralisme aussi, je ne sais quoi. Il le fait quand même, même mon père aussi, c'est un peu la même chose, il code, pas très bien, mais il le fait, il y va. Et voilà, comparé à un mère, on voit un peu le fossé, donc qui est codé beaucoup plus, c'est pas le même niveau. Mais quand notre famille nous a intégrés, nous fait comprendre qu'il y a la solidité, et on oublie au final, on n'a plus de difficultés. Moi, je souhaiterais rajouter par rapport, par exemple, entre la Calédonie et la France, j'ai fait beaucoup de trajets entre les opérations, les réglages au début, parce qu'il n'y avait pas encore de centre plan de réglage. Après, ça s'est fait vraiment 10 ans plus tard. Mais par exemple, rien que ce fait-là, j'ai pu voir le manque d'accessibilité dans les aéroports. Impossible de comprendre les messages s'il y a un changement de porte ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment une grosse difficulté en tant que personne sourde. Même encore actuellement là, j'ai beau ne pas avoir besoin d'autres personnes, tout ça, quand même, il faut toujours être vigilant, regarder les écrans,
essayer de trouver une personne. Est-ce que vous prenez ce vol-là? Oui, ok, bah, je me refaire cette personne, si elle bouge, je la suis. Donc il y a des petits trucs comme ça qui fait que au quotidien, si on a un problème, qu'on ne veut pas revivre ce problème, on trouve des solutions. Donc c'est un peu ça, quoi. Par rapport au choix de la double implantation, est-ce que vous aviez une prothèse auditive avant? Donc vous aviez une cophose? J'ai eu que des implants, j'ai jamais porté de prothèse parce que je suis sourde profonde. Et ça, ça à l'échelle en fait, ça servait à rien, j'entendais rien. Donc il n'y a eu pas. Ouais, j'ai rien eu, j'ai eu direct l'implant, ouais. D'autres questions, Lucas dit? Du coup, je te laisse clôturer. End of the story. Non, du coup, voilà, merci beaucoup à vous d'être venus nous écouter. Merci à l'association de nous laisser témoigner. Ça nous permet justement de connaître les histoires des autres personnes sourdes, de se rappeler qu'on n'est pas tout seul et que ça peut permettre d'aider à d'autres familles, à d'autres professionnels. Voilà. C'était bien comme... ouais. C'était très bien, merci.